Cette dernière conférence de cette première journée des Journées de la presse européenne. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Alors cette dernière conférence de cette première journée justement des Journées de la presse européenne, édition 2020 entièrement dématérialisée, aura pour thématique les dossiers brûlants de l'actualité européenne, mais également comment traiter l'actualité européenne et surtout l'information et la communication des institutions européennes. Donc, ce soir, nous avons deux intervenants qui représentent à la fois le côté journalisme et le côté communication européenne. Je me permets de commencer par présenter Maria Udrescu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des questions européennes à la Libre Belgique, notamment dans les questions de migration et d'état de droit. Tout à fait. Et la deuxième personne, il s'agit de Michael Mahler. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes spécialiste de communication digitale à BCW, donc Burson Cohn Wolfe, qui est une agence de communication et de relations presse internationale. Vous êtes également enseignant à Paris, donc dans les masters d'affaires européennes à Paris, Sorbonne Nouvelle et Université Paris-Sorbonne. Et vous êtes animateur d'un blog qui s'appelle La Com Européenne, où vous publiez régulièrement des articles de blog tentant de décrypter la communication des institutions européennes. Alors, je me permets de me présenter. Je m'appelle Théo Boucard, je suis co-rédacteur en chef du Taurillon au niveau national. Donc, le Taurillon est un journal des jeunes Européens France. Je suis également responsable du pôle média des jeunes Européens Strasbourg. Et à ce titre, je modère cette conférence avec Madeleine Pitt. Je me permets de te donner la parole pour te présenter. Merci Théo. Donc, je suis ravie d'être là avec Théo ce soir et avec vous, bien sûr. Effectivement, je m'appelle Madeleine Pitt et je suis rédactrice en chef de The New Federalist, donc c'est l'édition anglophone du Taurillon. Donc, je me permets d'enchaîner directement sur la première question pour lancer la petite conférence ce soir. Cette question est volontairement large puisque nous essayons d'abord de délimiter un petit peu le champ des affaires européennes, un sujet très large, bien sûr. Donc, Madame Udrescu, au vu de la transdisciplinarité des affaires européennes, comment décidez-vous que tel sujet soit considéré comme étant européen plutôt que sous un angle autre, par exemple économique, juridique, international ou politique? Donc, chez les Libres Belgiques, qu'est-ce qui pour vous rentre dans le cadre de l'actualité européenne? Alors, vous touchez là justement un point, une question qu'on se pose tous les jours en fait en rédaction, parce qu'on a donc, on n'a pas de page Europe, mais on a des pages internationales, comme on a des pages culture, économie, Belgique, etc. Et donc, justement, l'Union européenne, en fait, les affaires européennes, ça touche un peu à tout et rien, et on n'arrête pas de le répéter, c'est un niveau de pouvoir. Ça, je trouve ça toujours bizarre quand je dis que je couvre les affaires européennes, parce que c'est pas une matière en soi. C'est simplement, voilà, comme je le disais, un niveau de pouvoir. Et donc, bien sûr, voilà, on se pose la question pourquoi est-ce qu'une commission parlementaire belge sur la culture va être traitée en page culture et pas une commission du Parlement européen sur le sujet. En ce qui concerne l'économie, c'est d'autant plus compliqué parce qu'on a voilà, la zone euro, le semestre européen, même le budget européen 2021-2027 qui a été négocié, le plan de relance, etc. Ça touche énormément à l'économie, enfin, surtout à l'économie, mais c'est aussi fort politique. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on essaye de faire la distinction, même si je ne sais pas si nos lecteurs comprennent vraiment pourquoi tel sujet est un jour en économie et l'autre jour en international. C'est qu'on essaie de traiter tous les aspects qui sont politiques en international. Donc, vous voyez les grands débats qu'il y a eu entre les différents États membres, par exemple, sur le plan de relance. Donc ça, on va traiter ça, nous, l'équipe, nous sommes deux avec mon collègue Olivier Lebussy, on va traiter ça en international dans les pages européennes. Par contre, si on va rentrer dans des aspects un peu plus techniques ou un peu plus, on va dire, concrets, notamment, par exemple, de la politique agricole commune, voilà, il y a eu une partie qui a été couverte en fait en économie, où on a posé, si vous voulez, donc, mes collègues de l'économie ont posé les bases de la politique et des réformes et qu'est-ce qui est en jeu. Et après, nous, enfin mon collègue en tout cas, a pris le relais en international pour expliquer justement tous les rapports de force qu'il y a eu entre les différentes institutions, le fait que le Parlement européen est toute une partie bloc, notamment sur plein d'aspects de la réforme. Donc voilà, il n'y a pas de science exacte.
sur ce sujet-là. Après, ce qu'on essaye de faire, je pense qu'on n'arrive pas à le faire très bien, et j'en suis consciente, c'est de se mettre à la place du lecteur. C'est de se demander aussi, voilà, qu'est-ce qu'il attend en fait des pages Europe de la Libre, qu'est-ce qu'il a envie de voir dans ces pages-là. Mais je pense qu'on a encore et toujours une perspective beaucoup trop bulle européenne, si vous voulez. On n'arrive pas toujours à cerner en fait l'angle qui va faire en sorte que les lecteurs vont s'intéresser à l'Union européenne, qui vont vraiment percevoir ça comme un sujet concret qui va impacter leur vie de tous les jours. Or, l'angle, en fait, définit aussi également voilà, qui va traiter quoi. Quel service va s'intéresser à ce sujet-là selon l'angle qu'on va aborder. Donc ça, c'est une autre difficulté. Maintenant, l'avantage, d'autre part, c'est justement la transversalité que vous abordez, c'est qu'en fait, parfois, on travaille à plusieurs services. Le Brexit, c'est vraiment un exemple incroyable là-dessus, parce qu'on a le Brexit va impacter la Belgique énormément, donc on a les services belges qui s'y intéressent, on a les services économie, et donc on a, nous, notre équipe internationale qui s'y intéresse. Donc ça permet aussi de faire des projets transversaux dans notre rédaction, de faire coopérer finalement les services sur l'Union européenne, alors que d'habitude, il faut le dire, personne ne se bat pour couvrir l'Union européenne. Mais tout à fait. Et justement, je me demandais à quel point on peut savoir à quel point les lecteurs se sentent concernés en fait par l'Union européenne et comment on choisit du coup, comment on distingue entre les sujets nationaux ou des événements qui se produisent dans d'autres pays européens et les sujets européens plus généraux, parce que bien sûr, ce n'est pas que les discours d'Ursula von der Leyen ou les décisions des institutions qui sont des nouvelles européennes. Quand quelque chose se passe en Pologne, en Suède, en Roumanie, comment vous pouvez savoir si vos lecteurs belges se sentent concernés en fait par ces nouvelles et qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit de l'actualité européenne? Oui, là est toute la question. Vous parlez de la Pologne et par exemple, j'ai écrit ce matin un article sur le fait que la Cour constitutionnelle polonaise a décidé de limiter ou carrément abolir le droit à l'avortement en Pologne. On pourrait se dire, voilà, finalement, c'est quoi le rapport avec l'Union européenne? Sauf que ce qui est crucial dans cette histoire, c'est que la Cour constitutionnelle polonaise a été inféodée au pouvoir, et cela s'inscrit en fait dans le débat sur l'état de droit au niveau de l'Union européenne. Donc c'est un sujet européen qui paraît en fait à première vue ultranational, et beaucoup vont se dire finalement, voilà, en quoi est-ce que ça impacte nos lecteurs? Et pourtant, c'est un sujet crucial parce qu'on a une décision qui est contraire aux droits de l'homme, selon beaucoup de critiques qu'on a entendues, et qui en plus a été prise par une institution qui a été politisée, qui n'est plus du tout indépendante aux yeux, en tout cas, de l'Union européenne. Et ça se passe dans l'UE et ça se passe en 2020. Donc, ce qu'on essaie de faire, je trouve que l'enjeu, c'est aussi de remettre du contexte, d'expliquer au lecteur pourquoi c'est important. Finalement, c'est ça notre métier de base, en fait, c'est déjà expliquer l'UE, la rendre compréhensible, essayer un peu de la rendre sexy, même si là, je pense qu'on a encore du progrès à faire, et expliquer, voilà pourquoi c'est important. Après, c'est vrai qu'on est nous-mêmes confrontés à une multitude de sources d'informations au sein de l'Union européenne. Voilà, on a le Conseil de l'UE, le Coreper, les différents ambassadeurs des États membres auprès de l'UE, le Conseil européen, on a le Parlement, les commissions parlementaires du Parlement, les groupes politiques, les partis politiques européens qui ne sont pas les mêmes que les groupes. On a la Commission, on a des différents commissaires européens, on a tous leurs cabinets, sans parler de toutes les agences avec l'EASO, Frontex, l'OLAF, etc. Donc, et puis, il y a aussi, voilà, si Macron va rencontrer Merkel pour parler d'affaires européennes, mais c'est un sujet européen. Donc, c'est encore de l'Europe qu'on doit traiter. Et puis même, comme je disais tout à l'heure, des décisions très nationales qui peuvent aussi avoir un impact, ou en tout cas un aspect européen. Donc, en fait, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. À chaque fois, on doit s'interroger. Voilà, les grandes questions, c'est en quoi ça impacte nos lecteurs, en quoi ça peut intéresser nos lecteurs, en quoi ça impacte l'Union européenne et pourquoi c'est important pour l'Union européenne et comment est-ce qu'on peut l'expliquer au mieux.
Alors, Maria Udrescu, vous avez parlé des différents pays et des différentes perspectives concernant l'Union européenne. Parlons également de la manière dont les sujets européens sont traités dans ces médias nationaux, justement. Et ce serait intéressant notamment de se focaliser sur deux pays francophones, donc la Belgique et la France. Pour vous, est-ce qu'il y a une différence dans le traitement de ces actualités européennes entre un média comme la Libre Belgique et un média français? Donc, c'est une question que je me permets également de poser à Michael Malherbe. Quelle est au final la vision de l'Union européenne en Belgique et en France? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a bien évidemment des points communs également? Maria Udrescu, est-ce que vous voulez commencer par l'aspect journalistique? Oui, bien sûr. Alors, il y a toujours cette perspective. Bon, c'est clair que les sujets européens ne sont pas traités de la même manière en France et en Belgique. Tout d'abord, on reproche souvent aux médias français de ne pas s'intéresser aux sujets européens. C'est vrai que je le vois assez peu, par exemple, au journal télévisé voilà, de 20 heures, mis en une. Bon, c'est plutôt rare. D'autre part, c'est assez paradoxal de voir ça parce que la France se positionne quand même comme euh, l'une des forces qui va modeler l'Union européenne pour l'instant, notamment avec le nouveau président qui s'intéresse beaucoup à l'Union européenne. Donc, quand les sujets européens vont se retrouver dans des médias français, on aura souvent cette impression ou un traitement qui va faire que voilà, c'est la France qui a proposé, c'est la France qui est à l'origine de ce projet, c'est notamment dû à la France. Et je trouve que c'est vraiment paradoxal de voir qu'un pays qui se place quand même au cœur du moteur européen n'a pas toujours des médias qui s'intéressent énormément à ce qui se passe du point de vue de l'UE. En ce qui concerne la Belgique, je trouve qu'on a, si je regarde la Libre Belgique par exemple, on accorde énormément de place à l'Europe. On a des dizaines et des dizaines de pages par mois. On ouvre souvent, ce qu'on veut dire ouvrir, c'est les deux premières pages de notre rubrique internationale. On ouvre souvent sur des sujets européens, on explique énormément, on suit tous les conseils européens, on fait des fils Twitter et du live tweet sur le Conseil européen, donc on accorde beaucoup de place et je le vois quand même aussi beaucoup dans la majorité des journaux belges, aussi en radio, aussi à la télé. Donc il y a une... Est-ce que c'est parce que toutes les institutions sont à Bruxelles? Je ne sais pas vraiment, mais on s'y intéresse quand même beaucoup. Donc ça, c'est une grosse différence que je vois dans ce point de vue-là. Après, voilà, pourtant, la Belgique, je veux dire, oui, elle a un poids, notamment historique, dans les affaires européennes. Oui, Charles Michel n'arrêtait pas de dire que la Belgique se trouve dans le cockpit de l'Union européenne. Après, dans les faits, je ne sais pas à quel point c'est vrai. On le voit et on le dit souvent que quand la France et l'Allemagne s'accordent sur quelque chose, le reste suit. C'est plus tellement vrai aujourd'hui. Souvent, la Belgique a une position constructive dans les débats européens. Elle fait peu force de blocage, enfin, sauf quand c'était pour le CETA, mais c'était une autre histoire. Mais voilà, je veux dire, on ne parle pas d'une même ambition ou force, en tout cas peut-être que la France dans les affaires européennes, et pourtant nos médias ont un grand intérêt pour les affaires européennes. Donc voilà. Michael Malherbe, vous qui êtes basé à Paris, justement, comment vous voyez la chose? Est-ce que vous voyez une différence dans la perception que les Français ont de l'Union européenne par rapport notamment aux Belges, où la grande majorité des institutions européennes sont basées à Bruxelles? Alors, moi, je vais vous répondre en vous disant que la différence que je vois, je ne sais pas si c'est spécifique avec une différence en Belgique, mais je dirais que pour observer les affaires européennes maintenant depuis pas mal d'années, j'ai l'impression qu'il y a quelques, comment dire, quelques travers du journalisme français que l'on connaît bien, qui ont tendance à dorénavant s'appliquer également aux affaires européennes. Je m'explique, en France, on est plutôt connu pour faire un journalisme d'opinion et mélanger allègrement les faits et les jugements. Et c'est vrai que dans les affaires européennes, c'est un journalisme d'expertise, c'est un journalisme qui nécessite encore évidemment d'aller dans le fond des dossiers. Et c'est vraiment
un niveau d'expertise qui est attendu de la part des journalistes qui est juste invraisemblable, parce que en gros, il faut qu'ils couvrent potentiellement tous les sujets, ce qui est humainement impossible. Et donc, quand on arrive en France, c'est beaucoup plus facile de faire de l'opinion, et je trouve qu'il y a une tendance à éditorialiser davantage sur l'Europe parce que c'est plus facile et que, comme le disait Maria, c'est aussi l'esprit français de créer des généralités par rapport au modèle de la construction de l'Europe, par rapport à l'architecture institutionnelle, enfin, par rapport à plein de questions que les Français adorent se poser, mais qui laissent assez indifférents globalement les autres pays. Et donc, nos travers nationaux, plus cette tendance à mélanger faits et opinions, fait que cette trajectoire vers une éditorialisation plus importante de l'information européenne, moi, ça me semble être un signe assez récent et significatif dans les affaires européennes. Je dirais que l'autre chose qui me frappe et qui a également été abordée par Maria, c'est qu'encore aujourd'hui, la plupart des médias, et c'est vrai aussi en France, n'ont pas d'équipe dédiée à l'Europe. Et donc, en fonction des dossiers, une fois, ça va être à l'international, l'autre fois, ça va être dans les pages nationales ou les rubriques économie, société. Enfin, l'Europe, soit elle est nulle part, soit elle est partout, et ça va dépendre un petit peu de la ligne éditoriale du journal. Ça va dépendre de la qualité de la formation des journalistes, de leur centre d'intérêt. Et puis, je dirais, ça va dépendre aussi des moyens du journal, parce qu'évidemment, faire des sujets sur l'Europe, ça va nécessiter d'avoir un réseau, d'avoir des contacts, d'éventuellement pour pouvoir se déplacer. Et donc, il ne faut pas négliger aussi cette dimension que aujourd'hui, les affaires européennes sont négligées aussi faute de moyens pour aller envoyer à minima un correspondant à Bruxelles, pour entretenir un réseau de correspondants dans les capitales et pour être en capacité, je dirais, d'informer sur les affaires européennes de manière générale. Alors justement, vous avez parlé du journalisme et des travers du journalisme français concernant le traitement des actualités européennes. Il y a également la question de la communication européenne en tant que telle. Et là, je vais citer le titre de l'essai d'un grand spécialiste de la communication qui s'appelle Dominic Walton, qui a écrit « Informer n'est pas communiquer ». Donc on pourrait dire au final que l'information distillée par l'Union européenne est assez pléthorique, au regard notamment de tout ce qu'on peut trouver sur les portails des institutions européennes, les portails officiels, mais sait-elle communiquer? Est-ce qu'elle est capable de communiquer notamment les différentes actions qu'elle mène à l'extérieur de l'Union européenne ou bien à l'intérieur des États membres? Donc au final, quelle est la différence entre informer et communiquer? Et surtout, quelles sont les pistes d'amélioration de cette communication européenne, Michael Malherbe? Alors évidemment, je suis le premier à défendre la différence et l'importance de faire la différence entre l'information et la communication, parce que chaque métier a sa valeur, chaque métier a son intérêt, je dirais, pour le public. L'information, c'est le travail des journalistes, c'est un travail qui repose sur une méthodologie, qui repose sur des critères professionnels de validation, de contrôle, de vérification. La communication, moi aussi, je pense que c'est un métier et c'est un métier qui consiste à faciliter la compréhension du travail de l'organisation dans laquelle vous travaillez. C'est un métier qui consiste à nourrir et à entretenir des relations avec les parties prenantes de l'organisation dans laquelle vous travaillez. C'est un travail qui va consister à travailler l'opinion, faire évoluer les jugements, les représentations. Et donc, c'est un travail qui est extrêmement vaste. Et puisque vous me posez la question par rapport aux communicants européens, je dirais que oui, ils ont pu avoir et ils ont en leur possession des moyens de communication. Et je ne vais pas vous parler des moyens de communication
au sens où on l'entend, nous, en tant que communicants sur la publicité, les réseaux sociaux et tous les autres canaux disponibles. Je vais vous parler des moyens de communication que j'estime spécifiquement européens. Et la problématique que moi j'identifie ces dernières années sur le fait que les communicants européens ne parviennent plus à faire en sorte que ces moyens spécifiques aux institutions européennes fonctionnent comme ils ont pu fonctionner par le passé. Je vous prends un premier exemple, c'est le discours sur l'état de l'Union. Voilà une création typiquement destinée à être un outil de communication pour faire connaître et relayer les messages de l'Union européenne et en particulier donc de la Commission. Tout sur le papier aurait dû concourir à ce que ça soit un rendez-vous et que ça devienne un moment de communication important qui crée des opportunités d'amplification, de relais médiatique. Or, qu'est-ce que l'on observe? C'est que le premier discours de von der Leyen, il a été fait, si on exclut la sphère bruxelloise, il a été prononcé dans une indifférence assez générale. Et donc, voilà un outil qui aurait dû manipuler des symboles européens et permettre de faire de la communication européenne qui n'a pas fonctionné et qui ne s'est pas installé. Est-ce que c'est parce qu'il s'agit d'une forme qui est trop institutionnelle? Est-ce qu'il s'agit du fait que c'est une forme qui n'est pas pleinement intégrée à la culture européenne et qu'on est trop dans l'inspiration du discours sur l'état de l'Union aux États-Unis et que voilà, on n'a pas un président européen, une présidente au sens des Américains. Les explications demeurent encore à poser, mais le fait est que ce premier instrument ne s'est pas installé, ne s'est pas imposé alors qu'il aurait pu l'être. Mais à la rigueur, je dirais que ce n'est pas le plus grave et je vais vous prendre un autre exemple qui pour moi est vraiment le plus embarrassant et le plus inquiétant, c'est que jusqu'à présent, l'Europe était parvenue à sanctuariser un format de communication qui captait l'attention des médias, qui créait de l'attention narrative, qui rassemblait une attention spécifique forte. C'était évidemment les sommets du Conseil européen. Ils étaient attendus, il y avait des crises à résoudre, il y avait de la discussion au milieu de la nuit et il y avait une épiphanie avec des résultats, bref, une scénarisation qui était maîtrisée, vraiment quelque chose qui en termes de communication, je trouve, était plutôt globalement réussi. Et cet outil, avec la nouvelle équipe qui s'est mise en place de Charles Michel et von der Leyen, cet outil, il a été cassé. C'est-à-dire que le Conseil européen, dorénavant, il se réunit dans l'indifférence générale. Ils font des visions, conférences, on ne sait pas de quoi vraiment ils vont parler. Il n'y a plus de scénario, il n'y a plus de rebondissement, il n'y a plus d'intérêt. Et le sommet européen, il a disparu, dont le dernier est peut-être quasiment le seul outil qui était à la disposition de l'Europe pour faire parler d'elle et créer une salle pleine de journalistes en attente de résultats. Peut-être que cet outil a été surinvesti, peut-être que la pandémie, évidemment, est problématique puisque c'est un événement et qu'il faut que ce soit un événement pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, si on fait le bilan à ce jour, il est plutôt négatif parce que les outils traditionnels de la communication européenne, les outils démiurgiques qui créaient un peu du fantasme et du scénario, ils sont aujourd'hui mal scénarisés, trop consensuels, banalisés et ils ont disparu du paysage. Et ça, c'est ce que je trouve le plus inquiétant à l'heure actuelle. Et du coup, pour reprendre un petit peu la dernière partie de la question de Théo, pour les pistes d'amélioration de cette communication, parce que on dit que les médias nationaux ne parlent pas assez d'Europe en général. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas limité à la France, ça c'est sûr. Mais également, vous dites que
certains outils de l'Union européenne n'ont pas été bien utilisés ou bien n'ont pas été efficaces dans la communication, par exemple les discours. Donc, est-ce que c'est les institutions qui devront faire plus d'efforts au niveau de la communication ou est-ce que c'est aussi un peu la faute, entre guillemets, des médias de ne pas aller plus en avant pour chercher ces informations? Où est le lien entre les deux et comment on peut améliorer cela? Ok, alors moi je dirais que, je ne vais pas commencer en disant c'est la faute aux médias, je laisserai d'autres sur ce registre. Je prends juste une anecdote pour vous montrer que la communication, c'est quand même un métier et qu'il faut le faire professionnel. Cette semaine, j'ai compté 3 semaines européennes officielles différentes, pilotées par 3 directions générales différentes. Comment voulez-vous que un minimum, le public s'y retrouve et comprenne quel est le scénario, le récit? Je vais prendre les choses dans l'ordre. Pour qu'on puisse faire une communication, il faut que l'on ait un récit, il faut que l'on ait quelque chose à raconter, et quelque chose à raconter, ce n'est pas l'agenda des institutions, ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour des réunions nombreuses qui ont lieu dans les institutions européennes. Ça, c'est le day-to-day, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de raconter ce que la construction européenne est en train d'essayer d'accomplir ou d'échouer auprès des Européens. Ce récit, personne aujourd'hui n'est capable vraiment de le porter, personne n'est capable de l'incarner. Et donc, pour moi, ce n'est pas un problème que les institutions communiquent bien ou mal. Les institutions, elles communiquent toutes dans l'indifférence. C'est le cas de toutes les institutions nationales et internationales. Ce qui permet de communiquer auprès du grand public, c'est l'incarnation, c'est d'avoir des personnalités qui sont capables de porter un récit, qui sont capables de scénariser avec tout ce qui va concourir à montrer les obstacles, à montrer les avancées, que le projet européen avance. On n'a plus ces acteurs qui jouaient ce rôle. On n'a plus, je dirais, avec la fin des grands Européens qui ont porté l'Europe à bout de bras et qui ont incarné, je dirais, le projet européen. Juncker était le dernier, d'une certaine manière, à pouvoir prétendre à ce rôle. Et ben, on se retrouve du coup avec une génération de leaders européens qui sont assez banalisés. Enfin, qu'est-ce qui les distingue des autres leaders dans leur discours, dans leurs pratiques, dans les symboles qu'ils manipulent? Aujourd'hui, rien. Et c'est ça qui fait que du coup, ils ne sortent pas du lot, du coup, ils ne vont pas créer d'intérêt, du coup, on ne va pas s'intéresser à eux. Je dirais que il y a quelque chose dans l'incarnation qui fait défaut. Après, c'est plus des questions d'organisation pour être capable du côté des institutions de définir une ligne claire de l'actualité et pas multiplier les communiqués et les opportunités pour les journalistes de disperser leur attention. C'est une problématique aussi pour être capable de synthétiser finalement l'ensemble des choses qui peuvent être portées et réalisées. Moi, je peine, tout en étant passionné et très connecté aux institutions européennes, à comprendre et à décrypter ce sur quoi elles travaillent et les résultats qui sont obtenus. Je trouve qu'il y a un effort qui serait très important, ultra nécessaire d'avoir des choses plus simples, mieux organisées, de réduire le bruit, de réduire le volume des publications, de réduire le volume des éléments pour se concentrer sur des choses qui seront plus essentielles et qui permettront davantage d'être entendues. Voilà, j'ai quelques pistes, je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce serait en tout cas les éléments à mettre en place en priorité. Madame Udrescu, quelle est votre réaction à ces propos, à ces propositions? Alors, c'est vrai, vous avez évoqué le mot résultat, et c'est un mot qui est crucial en fait dans notre travail de journaliste, parce qu'on a
effectivement beaucoup de mal à identifier finalement les résultats concrets et à séparer les résultats concrets des effets d'annonce. On a une commission qui a commencé, en fait, qui a mis en place toute une religion des effets d'annonce. On a eu vraiment des annonces à la commission où on nous annonçait qu'ils allaient commencer à réfléchir, à annoncer une proposition sur telle législation. Il y a eu énormément d'effets d'annonce, notamment sur le pacte sur la migration et l'asile, qu'on n'a vu finalement qu'il y a très très peu longtemps. Et il y a eu beaucoup de résultats, enfin de tentatives de cette sorte. Je pense aussi notamment par exemple au bilan que Ursula von der Leyen a voulu tirer après les 100 jours, qui finalement, 100 jours, ça ne veut rien dire. Donc c'est encore une création de communication encore pour créer du récit européen. Mais finalement, ça a été un peu, pas un fiasco, mais je veux dire, les 100 jours, c'est intervenu alors qu'on était en pleine crise avec la Turquie qui envoyait des milliers de migrants à la frontière avec la Grèce. On avait le coronavirus qui commençait déjà à ce moment-là, plus ou moins à pointer le bout de son nez. Et donc, du coup, on se rend compte en fait qu'on a une commission qui n'a pas tiré le bilan de ces 100 jours, mais qui devait juste se justifier sur comment elle allait faire face à toutes ces crises qui se pointaient. On voit toutes ces vidéos d'Ursula von der Leyen sur Twitter où en fait elle ne s'adresse pas aux journalistes, donc elle vient très rarement à des conférences de presse. Ce qu'elle fait surtout, c'est qu'elle poste des vidéos d'elle-même en train de parler devant une caméra sur Twitter. Donc là, on a encore des effets d'annonce. Et même dans le style de parole, on a évoqué ici le discours d'Ursula von der Leyen sur l'état de l'Union. Nous, on a quand même beaucoup analysé. Il était OK, plutôt pas mal dans le récit, dans tout ce qu'on veut, mais finalement, dans le fond, on a eu beaucoup de mal à retrouver en fait les propositions concrètes. Je pense par exemple à l'état de droit. Elle a juste glissé une phrase pour dire que l'état de droit c'est important et qu'il faut le protéger. Oui, et alors? Je veux dire, comment on le protège et qu'est-ce que vous proposez finalement concrètement pour débloquer ce débat? Donc je trouve que cette nouvelle équipe a un peu du mal à maquiller la communication en information. Et il est là le problème, parce que tout l'enjeu, c'est de nous faire croire, nous journalistes, qu'on nous donne une info, alors que eux, leur objectif, c'est de communiquer. Après, à nous, notre travail, c'est de décrypter, de voir un peu le vrai du faux, de voir ce qui tient de la communication, ce qui tient de la vérité, etc. Mais je trouve que ils ont fait trop d'efforts de communication sur une base un peu forte de résultats et de projets concrets, et ça se voit un peu trop. Même avec les sommets européens, bon, c'est vrai qu'il faut aussi rappeler le contexte. On a des vidéoconférences, et on a moins tout ce scénario où on a tous les chefs d'État et de gouvernement qui viennent à Bruxelles avec ces salles de 500 journalistes et toute la presse qui est là et qui ne fait que vivre ce sommet un peu comme si c'était tout le destin du monde et de l'univers qui se jouait là. On est enfermé là de 14h jusqu'à minuit. On scrute le moindre fait et geste des diplomates et des chefs d'État et des porte-paroles, etc. Donc on a toute cette frénésie finalement. Et puis quand on sort de là, je m'en souviens encore, on sort de là et on se dit mais enfin, mais la vie continue en fait. Il n'y a pas que le Conseil européen. On s'étonne de recevoir des messages de nos potes qui nous disent tu viens boire un verre et toi t'es là, mais t'es malade, mais il y a un Conseil européen, c'est pas possible. Comment ça se fait que tu n'es pas scotché à ton fil Twitter en train de suivre ça chaque minute? Bon, je caricature, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que le fait d'avoir des sommets physiques avec la presse physique sur place aider finalement à construire ce récit de communication et ces sommets européens assez importants. Après, c'est vrai qu'ils ont tendance à se multiplier ces derniers temps avec des résultats plus ou moins spectaculaires. Je dirais que le plus spectaculaire a été celui de juillet, où on a quand même abouti à une enveloppe de 1800 milliards d'euros de plan de relance et de budget. Et on a eu 4 jours de sommet. Ça a été voilà, une grosse réussite finalement. Il faut aussi en parler des grosses réussites de l'Union européenne. Après, bon, là ça bloque un petit peu
pour le mettre en œuvre. Je terminerai juste par mentionner que derrière toute cette machine de communication, nous, en tant que journalistes, la grosse difficulté pour nous, c'est que les informations les plus cruciales et les plus croustillantes sur l'Union européenne, c'est celles qui officiellement n'existent pas. Et toutes ces informations qui sont en coulisses, c'est toutes les informations qu'on va obtenir d'un diplomate avec qui on va aller boire un café et qui nous glisse ça sous la table en nous disant tu l'as trouvé sous un banc, c'est pas moi qui te l'ai donné. Donc, c'est toutes les informations un peu informelles et qu'on arrive à obtenir un peu avant tout le monde. Les documents, les brouillons de conclusion du sommet européen, tout se passe de manière informelle en fait. Si vous allez à un sommet européen, mon premier sommet européen a été un cauchemar parce qu'on arrive là, on se rend compte que tout le monde parle d'infos qui ne se retrouvent nulle part, que tout le monde a des conclusions alors que le sommet n'est toujours pas fini, qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas qui descendent dans la salle de presse et tout à coup se font encercler par des centaines de journalistes, mais on ne sait pas qui c'est. Et on se rend compte qu'en plus, tout est off the record, donc personne ne peut reporter qui a dit quoi. Vous voyez, il y a une sorte de, comment dire, de religion aussi du secret et du off qui bizarrement permet aux sources d'information de libérer la parole et de donner plus d'infos, mais on ne peut jamais vraiment dire quelle est la source de l'info. Donc, on a énormément de communication en surface, mais finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui n'est pas communiqué. Ou en tout cas, ce qui n'est pas communiqué ouvertement et officiellement, ou alors quand ça l'est, c'est déjà trop tard pour les médias ou pour les journalistes. Justement, une question par rapport à ce Conseil européen de juillet dernier. Il a duré 4 jours, c'est quasiment un record. Je crois qu'il a fallu seulement de quelques minutes pour qu'il ne batte le record du sommet de Nice en 2000. Est-ce que ce type d'événement, justement, peut être considéré comme un point vraiment de construction de la communication du narratif européen, notamment via les différentes passes d'armes entre les différents pays? Est-ce que ce type d'événement particulièrement compliqué et particulièrement tendu peut au contraire permettre une meilleure identification des enjeux européens par les citoyens de par l'Union européenne? Mario Drescu ou Michael Malherbe? Nous, en tout cas, du point de vue journalistique, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre. C'est que je trouve que donc, ces rapports de force et ces combats qu'on va avoir entre différents États membres vont aussi faire réaliser aux citoyens que l'Union européenne, ce n'est pas que la Commission européenne, que si l'Union européenne se construit difficilement, si elle a du mal aussi à avancer rapidement, c'est que voilà, on a 27 États membres, auparavant 28, qui doivent se mettre d'accord à l'unanimité sur des choses qui sont extrêmement importantes, alors qu'ils ont chaque gouvernement doit finalement répondre à son électorat. On n'a pas un électorat finalement européen. Chaque gouvernement doit répondre à son électorat, à son agenda politique local, à divers agendas en fait électoraux locaux. Je pense par exemple la France. On a suspecté Emmanuel Macron de bloquer l'ouverture des négociations avec la Macédoine du Nord et l'Albanie. Pour rejoindre l'UE parce qu'il y avait notamment les élections locales en France et qu'il craignait que ça devienne vraiment un sujet toxique dans le débat politique local français. Mais le résultat, c'est que ça a eu un impact énorme au niveau de l'Union européenne, dans les rapports de force entre les États membres, mais en plus de ça aussi sur des pays qui ne sont même pas dans l'Union européenne. Et c'est ce qui s'est passé aussi au sommet de juillet, c'est qu'on se rend compte en fait qu'on a chaque État membre a ses propres intérêts. Les fonds européens, les budgets européens ne vont pas impacter de la même manière chaque État membre. Bon, forcément que la Pologne elle est beaucoup plus intéressée par la politique agricole commune, tout comme la France, là où d'autres États membres auront plus des intérêts, donc comme les Pays-Bas, eux, ils voudront limiter, ils voudront plus investir dans la modernisation, dans le digital, etc. Donc, chacun a ses divers intérêts qui répondent à des réalités vraiment de terrain. Et je trouve que c'est une bonne leçon finalement pour les citoyens européens pour comprendre à quel point la mécanique peut être complexe en interne. Après, tout l'intérêt, c'est de savoir s'ils s'intéressent vraiment à cette mécanique. Je ne sais pas si tout le monde lit tous les articles qu'on peut trouver sur les conseils européens, mais même s'ils écoutent qu'une minute à la radio et qu'ils se rendent compte, voilà, même si on met 27 personnes à une table où on leur demande où est-ce que vous voulez manger ce soir, ça va être
ça va prendre au moins 2 heures pour trouver une solution, alors que là, on parle quand même de 1800 milliards. Surtout avec le Covid. En plus. Là, c'est encore plus compliqué. Michael Malherbe, justement, par rapport à ce conseil moment structurant de la communication européenne, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus un risque de lassitude des citoyens européens? Parce qu'on promet très régulièrement un sommet de la dernière chance, comme celui de juillet, par exemple. Est-ce que c'est un risque qui existe réellement? En tout cas, moi, c'est le risque que j'ai voulu pointer en introduisant cette problématique de la multiplication des conseils européens. Je vais avoir juste un mot sur les conseils européens. Je voudrais aborder un autre sujet qui me semble important aussi en termes d'information européenne. Sur les conseils européens, moi, ce que j'ai observé en matière d'information européenne, c'est que dans cette grande négociation budgétaire pour la programmation budgétaire pluriannuelle du prochain budget, on va dire, et pour le plan de relance, en fait, les chefs d'État et de gouvernement, non seulement ils ont travaillé leur opinion publique en fonction de leur intérêt, de leur agenda électoral, évidemment, et c'est le jeu, on va dire, mais ils ont également, pour certains d'entre eux, travaillé les autres opinions publiques. Et on a vu des chefs d'État qui sortaient des lettres, des tribunes dans Macron, par exemple, et d'autres qui sortaient des tribunes, qui allaient intervenir. Il y a plusieurs chefs d'État qui sont intervenus, par exemple en Italie, parce qu'il y a eu un moment où on s'est dit, on est en train de perdre les Italiens. Et donc, en fait, ça, c'est des choses assez nouvelles. En tout cas, je trouve que ce sont des choses assez nouvelles, que le jeu politique européen, il a lieu dans l'enceinte du Conseil, il a lieu dans les espaces publics nationaux, mais de manière récente et nouvelle, il a lieu aussi d'une manière pan-européenne où quelques chefs d'État essayent de finalement faire avancer les sujets européens et engage du crédit politique personnel dans ce débat et s'investissent auprès d'autres opinions publiques. Ça, c'est nouveau, c'est assez intéressant et j'espère que ça se poursuivra pour la suite. Ce que je voulais dire, un mot, c'est sur un autre élément qu'on a abordé à plusieurs reprises et qui est très problématique pour la formation européenne, c'est la temporalité de l'information européenne. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais à quel moment ça doit être une information. Est-ce que c'est au moment où c'est annoncé? Et c'était comme ça que l'information européenne fonctionnait, c'est-à-dire qu'il y avait des papiers qui sortaient quand il y avait un nouveau livre blanc, un nouveau projet de directive et tout, et là, clac, ça déclenchait l'intérêt médiatique et c'était finalement le cursus d'Europe du commissaire qui se faisait connaître par ses projets. Et puis on s'est rendu compte, et là-dessus je suis tout à fait d'accord, que la commission, elle annonçait des trucs tous les jours, dans tous les sens, et qu'elle annonçait 10 fois la même chose, et que les choses prenaient plus de temps entre l'effet d'annonce et puis vraiment la présentation du texte et des propositions qui arrivent toujours beaucoup plus tard. Et donc les journalistes, je les comprends, c'est normal, et il faut respecter les lecteurs. Et on ne peut pas faire des papiers sur des choses qui sont encore un peu fantasmagoriques. Donc, les papiers sont retardés et tous ces effets d'annonce, ils restent dans la sphère européenne et pour un petit milieu qui finalement débat d'annonces qui auront lieu dans un futur que l'on ne connaît pas, ce qui est quand même assez virtuel comme logique. Et puis, il y a l'autre problématique, c'est qu'on en parle quand c'est voté par le Parlement, mais qu'est-ce qu'on a des conseils des ministres? On en parle quand on arrive au bout de l'approbation dans le schéma institutionnel, et là, finalement, c'est trop tard parce que tout le monde aura déjà parlé. Donc, il y a ce vrai problème. Pour moi, c'est à quel moment il faut traiter d'actualité européenne. Et c'est un sujet, je pense, qui concerne tous les journalistes et face à cette question difficile, les institutions européennes n'aident pas du tout à faciliter le travail des journalistes, ce qui fait que ça complique encore davantage les choses.
Du coup, pour prendre un exemple, en fait, pour comprendre encore mieux ce lien entre les informations diffusées par les institutions et comment les médias les traitent, et aussi pour profiter un petit peu de vos perspectives un peu différentes. Prenons l'exemple que vous avez évoqué tout à l'heure, Madame Udrescu, notamment la détérioration de l'état de droit en Europe centrale et les soucis liés à ça. Comme c'est un sujet qui est très sensible, bien sûr, pour les institutions, comme c'est un sujet où il n'y a toujours pas de solution, qui nuit un petit peu à la crédibilité de l'Union européenne. Comment est-ce que les médias vont traiter ces sujets-là, comme c'est un sujet qui est très important de nos jours dans l'actualité européenne? Et Monsieur Malherbe, pour les informations diffusées par la Commission ou par les autres institutions, quelle a été la stratégie en fait pour traiter ce thème un peu sensible? Donc, en ce qui concerne les droits, l'avantage du point de vue journalistique, on va dire, c'est que ça continue à se dégrader. Donc, on a toujours quelque chose à raconter. C'est malheureux du point de vue de l'Union européenne, mais je veux dire, on a toujours une nouvelle proposition de loi en Pologne, une réforme, une attaque sur tel juge. En Hongrie, on a constamment des attaques contre les valeurs européennes, contre l'opposition, contre des universités, la liberté académique, etc. Donc, bon, sur l'état de droit, je veux dire, on a énormément de matière qui vient surtout du niveau national. Après, c'est vrai qu'au niveau européen, j'ai l'impression que pendant un très long moment, on a eu un peu en silence, peut-être une grande naïveté par rapport à ce qui se passait. Je veux dire, la Hongrie, on parle d'une détérioration qui a commencé en 2010. J'ai pas l'impression, bon, ça a commencé déjà, mais j'ai pas l'impression qu'en 2010, on avait un tel débat comme actuellement. En Pologne, ça a commencé en 2015 quand le PiS a été élu. Là, on était un peu, c'est-à-dire que Orban avait un peu préparé le terrain, donc on était un peu plus, on faisait un peu plus attention. Mais cela dit, même sur la Pologne, je veux dire, la mécanique de protection de l'état de droit en Pologne a quand même pris énormément de temps. Donc, on a eu toute cette période un peu d'endormissement de l'Union européenne sur ce sujet, et puis tout d'un coup, on a réalisé en fait que c'était trop tard. C'est-à-dire qu'on a eu voilà, des réformes qui sont passées en Pologne, des décisions assez dramatiques qui ont été prises en Hongrie, notamment contre l'université qui avait été créée par Soros à l'origine. Université d'Europe centrale, oui. Université d'Europe centrale, oui, merci. Contre les migrants, contre les médias. Donc, on a eu là aussi une réalisation tout à fait d'une dégradation voilà, soudaine. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que les choses sont déjà en place. Alors, toute la mécanique a démarré. On a suivi ça un peu. En fait, c'est devenu un peu un feuilleton. Et c'est là aussi que pour nous, c'est difficile d'identifier voilà, quand en parler et quand ne pas en parler pour ne pas lasser les lecteurs. Parce qu'en fait, si on en parle trop, après, ils vont, sans qu'il y ait vraiment du concret, ils vont se dire, mais finalement, ça ne sert plus à rien que je lise des articles sur ça, et c'est clairement pas ça ce qu'on recherche. On a eu des moments assez importants. On a eu la commission qui a lancé l'article 7, la fameuse bombe nucléaire contre la Pologne, le Parlement qui l'a lancé contre la Hongrie. Sauf qu'après, voilà, les journalistes se retrouvent un peu, je veux dire, les lecteurs peuvent me dire oui et quoi? Parce que l'article 7, ce sont des procédures qui n'ont jamais finalement abouti. Je me souviens au début, on suivait tous les conseils affaires générales où ça se retrouvait sur la table pour voir si ça progressait. Maintenant, pour être honnête avec vous, je n'écris même plus un seul article sur le conseil affaires générales parce que je sais très bien que, je veux dire, ça ne progresse pas. Alors maintenant, on a ce nouveau mécanisme qui a été proposé par la Commission européenne sur l'état de droit, qui va être analysé au Conseil, mais je n'attends pas, je veux dire, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux raconter à ce sujet, parce que je ne m'attends pas vraiment à des sanctions incroyables qui seraient prises à la suite des observations sur base de ce mécanisme. Le point le plus important pour l'instant, c'est ce qui est débattu, c'est-à-dire un mécanisme de conditionnalité, donc qui va conditionner les fonds européens, l'accès aux fonds européens au respect de l'état de droit. Mais là aussi, on en a parlé quand l'idée a été évoquée par la Commission, on en a parlé de nouveau quand ça a été
mis de manière plus ou moins floue dans les conclusions du Conseil européen de juillet. On en a parlé au début des négociations entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, quand il y a eu la proposition de l'Allemagne sur la table, et puis maintenant ça bloque. Donc on est un peu, parce qu'on sait que les négociations continuent, on sait qu'il y a un bras de fer qui est toujours là, mais on ne sait plus comment en parler, parce qu'en fait ça n'avance pas du tout. Donc là, voilà, on est un peu bloqué, même du point de vue du récit sur l'état de droit. Mais bon, l'état de droit reste, voilà, c'est l'un des sujets où on ne manque jamais de matière. Merci pour cette réaction. On arrive petit à petit vers la fin de cette conférence. Est-ce qu'on peut vous demander, Monsieur Malherbe, pour votre réaction à la question et pour la stratégie des institutions sur ce sujet-là? Je vais être très, très rapide puisque je pense globalement partager tout ce qui a pu être dit. Moi, j'irais presque un cran plus loin par rapport à ce débat autour de l'état de droit. Et je considérerais que pour moi, c'est le baromètre sur le rapport de force aujourd'hui dans le système européen. C'est-à-dire que je considère que ce sujet est un bon indicateur pour voir l'état des forces en présence. Et quand je dis ça, j'ai bien conscience que finalement pour les droits en question qui sont perdus en cours de route, c'est entre guillemets un peu la victime collatérale d'un choc de plus forte intensité qui se passe pour l'essentiel à Bruxelles. Et dans cet exercice, je dirais que chaque institution essaye de jouer son rôle pour marquer des points auprès de l'opinion, pour montrer les muscles. Enfin, je ne sais pas quelle expression encore je peux utiliser, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une partie de la politique que l'on peut apprécier ou que l'on peut ne pas apprécier, dans la mesure où elle ne constitue pas à chercher des résultats, mais elle constitue d'abord à ce que chacun puisse se positionner sur le ring. J'avoue que pour ma part, je trouve regrettable que ce soit un sujet finalement aussi important qui soit le prisonnier de cette lutte entre les institutions européennes. Mais en même temps, il faut reconnaître que ça a une dimension symbolique qui légitime le fait que ce soit ce sujet qui cristallise le plus les positions de principe, les postures victimaires, les positions qui comment dire, sont davantage pour la galerie que véritablement pour être mises en œuvre. Bon, c'est pas ce que l'Union européenne a de mieux à présenter, mais c'est une illustration d'une manière civilisée, encore jusqu'à présent, de régler des différends qui sont extrêmement lourds. Et j'espère que dans cette bataille, les institutions européennes ont plutôt perdu la première manche et les droits ont régressé, l'état de droit a régressé, et j'espère qu'il va en être autrement dans les prochaines étapes que l'on aura à connaître, parce que c'est véritablement sur ces sujets-là que l'opinion se cristallisera et qu'on portera tous un jugement pour se dire l'Europe aura été forte, je la soutiens, ou l'Europe aura été faible, je ne la soutiens plus. Et donc, c'est clairement pour moi un sujet quasi existentiel pour l'Europe. Et je ne sais même pas si les acteurs en ont pris conscience. Et je ne sais même pas si les effets, comme je le dis auprès de l'opinion, qui sont massifs, sont intégrés dans le travail des acteurs en présence. Et de mon point de vue, je trouve que on entend souvent ces derniers mois à Bruxelles que c'est un peu la fin de la naïveté européenne. J'aimerais que ça le soit aussi sur ces questions et qu'il est plus que temps qu'il y ait une reprise en main quand même. Je pense que l'Europe a les moyens de rétablir et d'améliorer la situation, parce que c'est quand même d'abord de ça qu'il s'agit. Et en tout cas, je fais partie de ceux qui regardent avec une attention très
fine et régulière l'évolution de ces sujets, parce que toute prise de position, pour moi, est symbolique de la manière dont les institutions européennes fonctionnent ou dysfonctionnent aujourd'hui. Michael Mahler, Marie Udrescu, on vous remercie beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Nous avons appris grâce à Madame Udrescu qu'il est vraiment très difficile de définir le champ des sujets européens, de l'actualité européenne, mais nous avons eu un petit aperçu très intéressant sur le monde journalistique à Bruxelles, donc on vous remercie beaucoup. Également, du côté de Monsieur Mahler, nous avons appris que des fois, il ne s'agit pas d'avoir trop peu d'informations de la part des institutions, mais des fois trop, ou bien des informations qui ne sont pas communiquées de manière stratégique et qu'il reste beaucoup de travail à faire, effectivement, pour faciliter la médiatisation des sujets européens. Merci beaucoup, Maria Udrescu. Merci beaucoup, Michael Mahler, d'avoir participé à cette dernière conférence de cette première journée des jeunes, des journées européennes de la presse, des journées de la presse européenne. Merci à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, d'avoir visionné ce live Facebook. On se retrouve demain matin à 11 h pour une conférence sur le droit des médias dans l'Union européenne, présentée par Emmanuel Derieux, qui est enseignant à Paris, à l'université Panthéon-Assas, Paris-Assas, pardon, donc Paris 2, spécialisé sur le sujet. Donc d'ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente soirée et nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver demain matin. Merci et bonne soirée.